Oui, Donald Trump qui évidemment était très attendu ici, aux côtés et au son de la musique de son ami Lee Greenwood, ces chants patriotiques dédiés ce soir à Donald Trump. Et évidemment, une ovation pour l'ex-président, le candidat républicain, le 45e président des États-Unis, qui aspire à devenir le 47e, qui savoure ce moment. Il faut dire qu'il a bataillé pour en arriver là, Donald Trump. Il a eu un début de campagne très difficile, un peu poussif lorsqu'il a annoncé cette nouvelle candidature. Mais là, au fil des mois, avec beaucoup d'opiniâtreté, complètement retourné la situation, balayé les obstacles judiciaires notamment qui étaient sur son parcours. Et on a assisté à une convention républicaine où le parti républicain s'est littéralement dévoué corps et âme à la candidature de Donald Trump. C'est un candidat très sûr de lui, dominant, qui a uni son parti derrière lui, qui s'apprête à faire campagne face à un adversaire qui pour l'instant est dans la difficulté, empêtré, qui va peut-être devoir renoncer à sa candidature. Et ici, je peux vous assurer que tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux avec qui j'ai pu échanger, ils sont d'un optimisme absolument total désormais. Ils sont convaincus que la victoire est pour eux le 5 novembre. Ils sont évidemment particulièrement fiers de l'attitude de leur candidat, de sa réaction à cette tentative d'assassinat, ce point levé qui a encore plus soudé le parti derrière lui et dont Donald Trump, on voit, porte les stigmates, ce pansement sur son oreille droite. Il salue son ami Lee Greenwood et il se présente devant le pupitre dans quelques instants maintenant pour prononcer ce discours dans lequel il va formellement accepter sa nomination en tant que candidat du Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Et on écoute Donald Trump en direct sur BFM TV. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. And thank you, Dana. Merci, Dana. Thank you, Kid Rock. Merci, Kid Rock, qu'on appelle parfois Bob. And thank you, Lee. Right from the beginning. Et merci beaucoup, Lee, What a talent. depuis tout ce temps. Beautiful song. Merci, quelle belle chanson. Friends, Chers amis, delegates, and fellow chers citizens, délégués, I stand chers before concitoyens, you this concitoyennes, evening with a message je me of présente confidence, devant vous strength ce and soir hope. avec un message 4 de months from confiance now, we will et have d'espoir. an Dans 4 mois, incredible victory. nous allons remporter And we une will victoire begin incroyable. The 4 greatest Et years nous in allons the history of our avoir country. une présidence de 4 ans du jamais vu. La plus grande présidence qui ait Together jamais we will été. launch a new era of safety, Ensemble, prosperity, nous and allons freedom. œuvrer à la sécurité, à la prospérité, à la liberté pour les citoyens de toute croyance, affiliation religieuse, couleur de peau. Nous allons surmonter les divisions dans notre société qui doivent être guéries. Il faut s'atteler rapidement à cette tâche. En tant qu'Américains, nous sommes liés par de nombreuses choses, par une destinée, un destin commun. Nous allons soit nous élever ensemble, soit tomber ensemble. Je promets d'être le président de tous les Américains, pas simplement la moitié des Américains, parce qu'il n'y a pas de véritable victoire quand on remporte seulement la moitié. Ce soir donc, avec confiance, avec dévouement, j'accepte avec beaucoup de fierté d'avoir été désigné comme candidat du Parti républicain pour la présidentielle. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci pour ces applaudissements. Thank you very much. Merci infiniment. And we will do it right. Nous allons faire les choses comme il faut. Let me begin this evening by Alors expressing permettez-moi my de gratitude commencer to ce the soir American en people exprimant ma for reconnaissance your au peuple outpouring américain. of love and support Merci pour les following the manifestations assassination d'amour et de soutien que j'ai at my reçues depuis la rally tentative on d'assassinat Saturday. lors du meeting
de samedi dernier. Vous le savez déjà, la balle de l'assassin, en fait, a manqué son but de peu. C'était à quelques millimètres près. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé, racontez-nous ce qui s'est passé. Et je n'en reparlerai ensuite plus jamais, parce qu'en réalité, c'est un souvenir traumatisant. C'était une belle journée ensoleillée, les premières heures de la soirée à Butler, dans le magnifique État de Pennsylvanie. Il y avait de la musique assez forte et la campagne se passait à merveille. Je suis monté sur l'estrade et c'était des applaudissements. Tout le monde était très content. J'ai fait un discours avec beaucoup de conviction. J'étais très heureux de pouvoir m'exprimer fortement. En effet, j'étais en train de faire le bilan extrêmement positif de ce que mon gouvernement avait fait, notamment en matière d'immigration à la frontière avec le Mexique. Derrière moi et à ma droite, il y avait un écran, un très grand écran qui montrait des chiffres relatifs à l'immigration. Ce qui s'était passé sous mon gouvernement, ces chiffres étaient extrêmement parlants. Et afin de pouvoir voir ce qui était affiché à l'écran, je me suis légèrement tourné vers l'écran, vers ma droite. Et j'étais dans ce mouvement de rotation vers l'écran et, Dieu merci, je ne l'ai pas fait. C'est là que j'ai entendu la balle siffler. Et j'ai senti que quelque chose m'avait frappé. Un impact très fort à l'oreille droite. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une balle. Et donc j'ai levé la main droite vers l'oreille et senti que le sang coulait de mon oreille. Beaucoup de sang. Et là, j'ai tout de suite su que c'était une situation extrêmement sérieuse, que le meeting électoral avait été attaqué. Et ensuite, les gardes du corps m'ont plaqué au sol, les balles ont continué à siffler, les agents du Secret Service, donc les gardes du corps, se sont précipités sur scène. Et là, je salue leur courage, vraiment, ils n'ont pas hésité un instant. Des gens formidables. Et ils prennent tous les risques. Ils m'ont protégé de leur corps. Il y avait énormément de sang qui coulait et pourtant, d'une certaine manière, je me sentais complètement en sécurité. En effet, Dieu était avec moi. Ce qui est incroyable, c'est que avant le tir, en fait, que si je n'avais pas, au tout dernier moment, je ne m'étais pas tourné vers l'écran, en fait, la balle m'aurait frappé. Et je ne serais tout simplement pas avec vous ce soir. L'aspect le plus incroyable de ce qui s'est déroulé dans cette soirée, ce beau crépuscule, et ce qui est apparu plus tard. Dans presque tous les cas, et vous le savez certainement, et même quand c'est une seule balle qui est tirée, et là, ce n'était pas qu'une seule balle, en fait, les foules se précipitent et il y a des morts qui sont piétinés. Ici, non. Rien de tel, pas de mouvement de foule. C'est très inhabituel. Il y avait là des dizaines de milliers de participants à ce meeting électoral et ils n'ont pas bougé d'un pouce. Au contraire, ils ont fait preuve de courage, ils ont essayé de débusquer le tireur, le sniper. Et ensuite, ils l'ont montré du doigt. En fait, si vous observez le groupe qui se trouvait derrière moi, petit par rapport à celui qui se trouvait devant moi, en fait, une foule très très calme, et cela a sauvé de nombreuses vies.
La raison pour laquelle ils n'ont pas bougé, c'est qu'en fait, ils ont vu le danger dans lequel je me trouvais. Ils ont vu que j'étais plaqué au sol, ils ont vu le sang, et ils ont pensé que j'étais mort. C'est quelque chose qui les a mis en état de choc. Et en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, les oreilles, ça saigne énormément. C'est une des parties du corps qui saigne le plus. Et j'en ai parlé aux médecins et ils m'ont dit, les oreilles, ça saigne beaucoup. Bon, maintenant on le sait tous. Mais quelle magnifique foule. En fait, ils n'ont pas voulu me quitter, ils n'ont pas voulu m'abandonner, ils savaient que j'étais en danger. Vraiment, c'était une manifestation d'amour extrêmement visible. Ça se voyait sur les visages de cette foule. Et donc, je salue tous ceux qui ont participé à ce meeting. Les balles volaient et pourtant, je me sentais en sécurité. Les agents du Secret Service, les gardes du corps, me protégeaient et donc ils ont mis leur propre vie en danger. Ils se sont exposés aux balles. Et puis, tout s'est arrêté parce que le sniper, un sniper du Secret Service d'une très grande distance et d'une seule balle qui n'a pas manqué sa cible, a éliminé l'attaquant. Je n'étais pas censé être ici ce soir. Pour un peu, je n'aurais pas dû être ici ce soir. Mais oui, tu l'es. Merci. Mais je suis ici, ce soir, devant vous, simplement par la grâce de Dieu Tout-Puissant. In watching the reports over the last few days, many people say it was a ce qui a été écrit sur cette attaque, cet attentat, j'ai beaucoup lu que c'était quelque chose de providentiel. Quand j'ai bénéficié de la protection des gardes du corps, en fait, il y avait un grand moment de confusion parce que les participants pensaient que j'étais mort. Ils ne pouvaient pas savoir que j'étais encore en vie. Et donc, on voyait sur leur visage cet amour et en même temps cette peur, cet état de choc. Et j'ai voulu les rassurer. C'est pour ça que j'ai levé mon poing droit en pensant à ces milliers de personnes qui retenaient leur souffle en attendant de savoir ce qui se passait. Et c'est là que j'ai crié « Battons-nous, battons-nous, battons-nous ». Merci. Mon poing s'est dressé vers le ciel. Vous connaissez cette photo, vous l'avez vue. Et là, la foule s'est rendue compte que j'étais sain et sauf. Et la foule s'est élevée, une acclamation de fierté pour notre pays. Je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant. Et jusqu'à la fin de ma vie, je serai reconnaissant à cette manifestation d'amour qui a jailli de cette foule de patriotes. Et il faut déplorer la mort de Corey Comparator, qui a été victime de l'assassin. C'était une magnifique personne et il est mort. Et deux autres grands guerriers, d'ailleurs je leur ai parlé, ont été donc sérieusement blessés, Dutch et Haven Copenhagen. Et puis, je me suis entretenu avec les familles des trois victimes et pour leur dire notre amour et nos prières. Nous n'allons jamais les oublier.
C'est vraiment, ce sont des personnes incroyables. Corey, c'était un pompier, tout le monde l'aimait, le respectait, et c'est vraiment une grande perte. Il s'était rendu au rallye avec sa veuve Helen, qui évidemment est fortement attristé par sa mort, et puis il a voulu protéger ses filles, et c'est pour cela qu'en fait il s'est mis sur le passage de ces balles meurtrières. Rendons hommage à cet homme magnifique. Et c'est pour moi l'occasion donc de remercier la brigade de pompiers et la famille qui nous a prêté donc son uniforme pour cette occasion. Mais évidemment, comment rendre le juste hommage à quelqu'un qui a sacrifié sa vie? Mais en tous les cas, ces derniers jours, nous avons pu lever 6,3 millions de dollars. For the families of David, James, moi, je pense ici aux familles aussi de David, James et de Corey. Et je viens de recevoir le chèque d'un ami à destination de ces familles. Chèque d'1 million de dollars. Et donc, quand je me suis entretenu avec les familles, je leur ai dit, on va vous envoyer beaucoup d'argent, mais bien entendu, cela ne peut pas compenser la perte que vous avez subie, en particulier dans le cas de la famille de Corey. Et réjouissons-nous que les 2 victimes qui ont été sérieusement blessées soient en train de se remettre rapidement. Ils vont beaucoup mieux. Ce sont là de véritables guerriers. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à observer une minute de silence en l'honneur de notre ami Corey. Il n'y a pas de meilleure preuve d'amour que de sacrifier sa vie pour les autres. C'est là l'esprit dans lequel se fonde l'Amérique aux heures les plus sombres, et c'est ce qui va permettre à l'Amérique de renouer avec sa grandeur. C'est de cela que nous avons besoin. Malgré cette attaque brutale, nous nous rassemblons plus que jamais ce soir. Je suis plus déterminé que jamais, vous êtes plus déterminé que jamais. Merci. Merci beaucoup. Notre détermination est plus forte que jamais, et nous sommes toujours aussi décidés à donner aux Américains un gouvernement qui les serve mieux que jamais. Rien ne va nous arrêter dans cette mission parce que nous savons que notre vision est juste, que nos motifs sont purs. Peu importe les obstacles qui se mettent à travers de notre chemin, nous n'allons pas dévier, nous n'allons pas nous détourner du but, nous n'allons pas reculer, refuser l'obstacle. Je vais toujours me battre pour vous, vos familles et notre pays magnifique. Et je donnerai tout ce que je peux donner, toute l'énergie que j'ai de cœur et d'âme, je vais tout mettre au service de notre nation. Je vous refais ce serment ce soir.
Nous allons remettre ce pays sur pied et nous allons le faire très rapidement. Cette élection doit être consacrée aux problèmes que rencontre notre pays. Il s'agit de faire en sorte que les États-Unis soient un pays sûr, prospère et où on peut vivre en sécurité. Très souvent, nos politiques nous divisent et il est temps maintenant de se rassembler, que nous sommes tous frères et sœurs dans cette nation, que nous sommes une nation indivisible qui chérit la liberté et la justice sous le regard de Dieu. Il ne s'agit pas de diaboliser nos différences politiques. C'est quelque chose qui s'est beaucoup produit récemment dans notre pays à un niveau qui n'avait jamais été observé avant. Et donc, en cela, le Parti démocrate doit arrêter son harcèlement judiciaire, doit arrêter de persécuter l'adversaire en me désignant comme ennemi de la démocratie. C'est particulièrement vrai parce que c'est d'autant plus vrai que, en fait, c'est moi qui sauve la démocratie et qui me met au service des démocraties ailleurs dans le monde. Alors, une grande nouvelle, vous l'avez sans doute lu. Lundi, il y a un arrêt qui a été rendu par Aileen Cannon, juge en Floride, qui arrête les poursuites dans la manière des documents confidentiels en déclarant que, en fait, c'était là quelque chose qui était sans fondement juridique et que le procès devait être suspendu. Si les démocrates sont désireux d'unité pour notre pays, alors il faut qu'ils cessent leur chasse aux sorcières partisanes dont j'ai été victime depuis maintenant 8 ans. C'est quelque chose qui est urgent et c'est ce qui permettra en fait que l'élection soit à la hauteur du peuple américain. Nous allons remporter cette élection de toute manière. En route pour ce succès électoral, c'est pour moi un immense honneur d'être soutenu par ma femme, Melania, par mon épouse, Melania, dont le soutien est incroyable. Melania, merci de tout cœur. Tu as fait quelque chose de magnifique. Tu as écrit une lettre adressée à tous les Américains qui appellent à l'unité nationale. Et c'est quelque chose qui a pris tous les républicains par surprise. Merci beaucoup pour cette magnifique lettre. Des gens très respectés ont dit que cette lettre, en fait, devait figurer comme un document d'importance pour la plateforme républicaine. C'est, n'est-ce pas, mesdames et messieurs du Congrès, c'est le moment aussi de saluer ma famille, tous les membres de ma famille, Tiffany, Michael, Eric, Lara, Baron. Et c'est également le moment de dire bonjour, de dire coucou à mes 10 magnifiques petits-enfants. D'ailleurs, certains étaient sur mes genoux il y a peu. Et Dana, c'était magnifique ce qui a été dit. Ce qu'il a dit, c'était... Il était peut-être en vacances. Ça se trouve pour la première fois. Il n'en prend pas beaucoup. Il était en vacances avec sa femme. Il était très très loin d'ici. Je ne vous dirai pas où. Un endroit magnifique. Et donc, il a reçu un appel téléphonique. Mon équipe lui a demandé. Il a dit non, vraiment, je suis en vacances avec ma femme. Je ne peux pas. Mais... Et donc, ils m'ont dit bon, bah, Dana ne va pas pouvoir le faire. Parce qu'en fait, je voulais absolument que ce soit lui. Bon, j'étais évidemment un peu triste qu'il ne puisse pas, mais en même temps, je me suis réjoui qu'il soit en vacances.
vacances avec sa femme, qu'il profite de ses vacances. Et 30 minutes plus tard, Dana a changé d'avis. Et la femme de Dana a dit « Mais non, impossible de dire non à Donald Trump. Non, non !» Et franchement, je salue là le rôle de l'épouse qui l'a encouragé à sacrifier leurs vacances. Ils ont repris l'avion et donc il a fait ce qu'il fallait. Il passe des heures dans l'avion et ensuite va reprendre l'avion pour retrouver sa femme. Et donc vraiment, je veux chaleureusement les remercier. Et Kid Rock, même chose. Il a dit « Je veux absolument y être. Pas question que je rate ça. » Big Big Monster, la chanson donc de Kid Rock, vous la connaissez tous. Et donc tout le monde adore Big Rock, Kid Rock. Et donc il faut imaginer un peu les foules qui viennent à ces concerts. Et puis, ça lui réussit financièrement aussi. Hein. Tellement d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire. Et puis, d'autres amis qui sont ici. J'ai vu ici un classement de chansons américaines ayant connu le plus grand succès. Et Lee, eh bien, ses chansons figurent en tête du classement. Lee, tu as une belle âme. Tous ses amis ont absolument voulu être ici. Et Hulk Hogan, où es-tu? Ah, te voilà. Hulk aussi est ici. Peut-être qu'il y en a qui considèrent que ce n'est que du spectacle, mais quand vous soulevez quelqu'un qui pèse 150 kilos et qui ensuite le projette sur plusieurs mètres, eh bien franchement, c'est pas du chiquet. Et donc je ne sais pas s'il y a dans le domaine du divertissement, s'il y en a beaucoup qui peuvent faire la même chose que Hulk. Donc bravo, tu es incroyable. Eric, en fait, tu t'es si bien exprimé, mon fils, que je ne voulais pas ici monter sur scène. Tu es un fils formidable. Mes fils, ils ont aussi subi des persécutions judiciaires. C'est chaque semaine qu'ils reçoivent une convocation parce que les démocrates, Nancy Pelosi, n'arrêtent pas de leur asséner des coups grâce au système judiciaire. Il faut vraiment que ça s'arrête, cette persécution judiciaire. C'est quelque chose qui détruit notre pays. Si nous voulons restaurer la grandeur de l'Amérique, il ne s'agit pas en fait de se livrer à des chasses aux sorcières. Il y a eu la tentative de impeachment, de destitution, et puis ensuite toutes ces autres affaires. Mais le temps qui est consacré à tout ça, si on consacrait cette ingéniosité, ces ressources à des fins meilleures, eh bien notre pays en ressortirait grandi. Et Jason, star de la country, merci d'être ici. Merci beaucoup pour ta présence. Jason, formidable. Et puis sa femme, c'est encore autre chose. Merci beaucoup, Jason. Et j'aimerais saluer ici un nouvel ami, un nouvel allié, le prochain vice-président des États-Unis, à présent sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, James David Vance. Il va faire un vice-président formidable. Ça fera beaucoup de bien à ce pays. Et puis ça va en fait
redonner de l'élan à notre pays. MAGA, c'est une dynamique pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Qui voudrait s'opposer à cela? Qui voudrait arrêter cette dynamique? Et d'ailleurs, tous ceux qui ont essayé de lutter contre la vague de fond MAGA se sont cassés les dents. C'est vraiment formidable d'avoir JD comme colistier. D'ailleurs, le couple s'est rencontré à Yale. Des gens très intelligents. Donc, cher ami, bienvenue dans cette aventure. J'espère que tu y prendras plaisir. Et un immense merci aux Milwaukeeens, aux habitants de Milwaukee. Extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Ah, les voilà, on voit les fromages. On vous repère assez facilement. Et Green Bay va avoir une excellente équipe, c'est ça? Oui, on a confiance. Peut-être que dans le public, il y en a que ça fâche, mais j'ai confiance. L'équipe va être formidable. Et dans le Wisconsin, les dépenses donc, atteignent 350 millions de dollars pour créer de l'emploi et pour développer l'économie du Wisconsin. Et j'espère que vous en souviendrez en novembre. Et j'espère que vous allez en fait nous donner vos suffrages. Voilà, je suis en train d'essayer d'acheter vos suffrages. Et je vous promets que nous allons rendre sa grandeur au Wisconsin. Merci, monsieur le gouverneur, merci. Je suis ici ce soir pour vous donner ma vision du pays à tout citoyen, que vous soyez jeune, vieux, un homme, une femme, un démocrate, un républicain ou un indépendant, noir, blanc, asiatique, hispanique. Je vous tends la main avec loyauté et amitié. Nous allons amener l'Amérique à des niveaux de grandeur que le monde n'a jamais vus auparavant. Nous y étions durant mon premier mandat et le Covid nous a arrêtés, mais nous avons fait un travail formidable et personne n'avait jamais vu une économie comme ça avant le Covid. Et la bourse était à des plus hauts avant le Covid. Et nous avons fait un travail formidable. On ne m'a jamais reconnu à ma juste valeur. Nous avons vaincu l'État islamique. Nous avions une économie incroyable. Nous avions enlevé beaucoup d'impôts. Nous avions rebâti notre armée. Nous avons fait tant de choses. Nous avons également... Depuis 52 ans, nous essayons de faire quand quelqu'un était en situation terminale, une maladie, et on a voulu essayer des nouveaux médicaments avec les meilleurs médecins au monde, les meilleurs laboratoires au monde, et ils ont essayé d'approuver ça. Ils avaient essayé depuis 52 ans. Les compagnies d'assurance ne le voulaient pas, ils ne voulaient pas ce risque, les laboratoires ne voulaient pas le faire, et les gens étaient tout près de mourir, ils ne voulaient pas le faire, les médecins ne voulaient pas avoir ça sur leur conscience. Et ça faisait 52 ans, ça a l'air très dur, mais facile, mais ça n'était pas. Et au lieu d'aller en Asie ou en Europe, ou si vous n'aviez pas d'argent, vous mourriez tout simplement, eh bien nous avons réussi à passer un accord et les gens ne pouvaient pas les traduire en justice. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons sauvé des milliers et des milliers de vies. C'est incroyable. Oui, c'est formidable. Les États-Unis seront à nouveau respectés. Aucun pays ne mettra en doute notre puissance. Nos frontières seront totalement étanches. Notre économie va retrouver des sommets. L'ordre et la justice vont revenir dans nos rues, le patriotisme dans nos écoles. Et nous allons restaurer la paix, la stabilité et l'harmonie dans le monde entier. Pour accomplir ce destin, nous devons d'abord sauver notre pays de l'incompétence que nous avons aujourd'hui. Nous avons des dirigeants totalement incompétents. C'est l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays.
sous l'administration actuelle, nous sommes un pays en pleine décadence. Il y a une crise de l'inflation qui rend la vie impossible pour les familles modestes. Et cela vraiment détruit notre peuple. On n'a jamais vu rien vu de tel. Nous avons une immigration illégale, une crise qui se déroule sous nos yeux. Alors que nous nous trouvons ici, dans cette arène magnifique, il y a une invasion massive à notre frontière sud qui répand la misère, la pauvreté, la destruction, tout à travers tout le pays. On n'a jamais rien vu de tel. Il y a une crise internationale que le monde a rarement connue. Les gens ont du mal à croire ce qu'ils voient. La guerre fait des ravages en Europe, dans le Moyen-Orient. Le spectre de la guerre menace Taïwan et notre planète est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Une guerre qui sera sans précédent avec les nouveaux armements. Ce ne sera plus des échanges de tirs, c'est des armes nouvelles, c'est des armes qui vous détruisent tout en un instant. Il est temps de changer. Cette administration n'arrive pas à résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Des gens très durs, très dangereux. Et nous n'avons pas des gens durs, à part quand il s'agit de truquer les élections et quelques autres choses. Là, ils font preuve d'une certaine dureté. Ce soir, je fais cette promesse au peuple américain. Je mettrai fin à la crise dévastatrice de l'inflation. Je vais faire baisser les taux d'intérêt. Je vais faire baisser le coût de l'énergie. Nous allons forer, nous allons forer. Can you believe what they're doing? Vous pouvez y croire. But by doing that, we will lead a large-scale Nous allons decline in prices. Prices will start faire baisser les prix. Les prix vont baisser. Eux, ils ont fait monter les prix de l'énergie. Mais ils ont gâché tant de choses. Nous allons retrouver des niveaux qui n'ont jamais été vus auparavant. Nous allons réduire notre dette, nous allons baisser les impôts, nous allons faire des réductions d'impôts. Les gens ne s'en rendent pas compte. J'ai fait baisser les impôts à des niveaux très bas. Et pourtant, nous faisions rentrer plus d'argent dans les caisses qu'avant. Et les gens se demandaient comment vous avez fait ça. Parce qu'on a mis en place des incitations. Les gens venaient dans le pays. Ils amenaient des milliards et des milliards de dollars dans notre pays. Les entreprises, le taux d'imposition était trop élevé, les complications juridiques étaient beaucoup trop élevées, et j'ai changé tout ça. Et des centaines de milliards de dollars sont revenus avec Apple, sont revenus dans notre pays. On avait une économie qui n'avait jamais été vue auparavant. On battait les Chinois. C'était vraiment incroyable. Et ils le savent, On le refera. Et on le fera encore mieux. Je mettrai fin à la crise de l'immigration illégale en fermant nos frontières et en finissant l'édification du mur. J'en ai déjà bâti la majeure partie. On the wall, we were dealing with a very difficult Congress. On avait fort à faire avec le Congrès, mais on s'est dit, je ne vais pas le faire passer par le Congrès. J'appelle ça une invasion, on va amener l'armée. 800 milliards de dollars. Et j'ai dit, je vais prendre un peu d'argent parce qu'il s'agit d'une invasion. La plupart du mur est déjà construit. On l'a construit en utilisant les fonds parce qu'il fallait arrêter l'invasion. Il faut arrêter cette invasion qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année. On ne va pas laisser ça se produire.
Je vais mettre fin à toutes les crises internationales qui ont été créées de toutes pièces par l'administration actuelle, y compris la guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine qui ne se serait jamais produite si j'étais président, ainsi que la guerre qui a été causée par l'attaque sur Israël qui ne se serait jamais produite si j'avais été président. L'Iran était fauché, l'Iran n'avait pas un sou. Maintenant, ils ont 250 milliards de dollars. Ils les ont emmagasinés durant les dernières années. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ils avaient un député démocrate qui disait qu'on l'aime ou pas, eh bien, l'Iran était fauché avec Trump. J'ai dit à la Chine et d'autres pays, si vous achetez des produits iraniens, on ne vous laissera pas faire du commerce aux États-Unis. On va mettre des droits de douane sur tous les produits que vous voudrez nous vendre, de 100% ou même plus. Et ils m'ont dit, eh bien, je crois qu'on ne va pas acheter du pétrole aux Iraniens. Et l'Iran allait faire un accord avec nous. Et puis ensuite, il y a eu ce résultat horrible qu'il ne faudra jamais laisser se reproduire, le résultat de l'élection. On ne va pas laisser ça se reproduire. Ils ont utilisé le Covid pour tricher. On ne laissera pas ça se reproduire. Ils ont enlevé toutes les sanctions. Ils ont tout fait pour que l'Iran maintenant soit tout proche d'avoir l'arme nucléaire. Ça n'aurait jamais dû se produire. C'est une honte. Les dégâts que cette administration a causés, et je le dis souvent, prenez les 10 plus mauvais présidents de l'histoire des États-Unis, les 10 plus mauvais, tous ensemble, ils n'auraient pas fait autant de dégâts que Joe Biden. Biden, je ne prononcerai plus son nom, juste une fois. Les dégâts qu'il a fait à ce pays, c'est impensable. Impensable. Nous allons restaurer la vision, la compétence, la force. Et nous allons être guidés par le bon sens, tout simplement. Il y a quelques années, quand j'étais président, on avait la frontière la plus sûre de l'histoire de notre pays, de l'histoire du monde. On avait la meilleure économie de tous les temps. On n'avait jamais rien n'avait été fait de tel. On battait tous les pays, y compris la Chine, et l'écart était immense. Il n'y avait pas d'inflation. Les revenus augmentaient. C'est incroyable ce qui s'est passé. Quand on compare la situation d'il y a 4 ans avec la situation actuelle, le monde était en paix. L'inflation a été très mauvaise pour notre pays. Peu importe combien vous gagnez, parce que l'inflation mange votre argent et les gens gagnaient beaucoup d'argent. Et à l'époque, ils étaient capables d'économiser beaucoup. Aujourd'hui, ils sont totalement détruits. Ils n'arrivent à rien économiser. Ils arrivent à peine à survivre. Ils prennent le produit de leur épargne à cause de l'inflation. L'inflation, ça peut détruire un pays. Rappelez-vous l'Allemagne, il y a 100 ans. On peut penser à tous les pays qui ont souffert d'une grande inflation. Nous, on a souffert la pire inflation de notre histoire. Intéressez-vous à ce qui s'est passé pour ces pays. Nous, on a eu la pire inflation à cause de cette personne. En moins de 4 ans, nos adversaires ont transformé des succès en échecs et des échecs incroyables. Notre pays est inondé par les clandestins. On vole les emplois des Américains. Et vous savez qui vole ces emplois? 107% de ces emplois sont pris par des clandestins. Et vous savez qui est le plus touché par ces millions de personnes qui inondent notre pays? Eh bien, la population noire américaine et les hispaniques. Our Hispanic population, and they're also taking them from unions. Des syndicats également. Les syndicats souffrent énormément. Thank you. Thank you. I like you too. Je t'aime aussi. Thank you very much. Merci. Inflation has wiped out the life savings of our citizens and forced the middle class into a state of depression. Forcer la classe moyenne à entrer dans le désespoir. Il s'agit vraiment de désespoir, de déprime. Mais on ne laissera pas ça perdurer. Il y a moins de 4 ans, on était un grand pays. Et on sera à nouveau un grand pays. On va redevenir un grand pays, vous allez voir.
Merci. Avec des bons dirigeants, tous les désastres actuels vont être réparés et ça va se passer très rapidement. Ce soir, que vous m'ayez soutenu dans le passé ou non, j'espère que vous me soutiendrez à l'avenir, car je vais faire revivre le rêve américain. Aujourd'hui, plus personne ne parle du rêve américain. Avec beaucoup d'humilité, je vais vous demander d'être excités par l'avenir de notre pays. Au fait, regardez les médias là-bas. Ils sont tous là aujourd'hui. Et tous ont dit qu'il pourrait s'agir de la meilleure convention qu'ils n'aient jamais vue, quel que soit le parti. Et c'est vrai. C'est totalement vrai. Il y a beaucoup d'amour dans cette salle. Je vais finir en beauté. Sinon, ça va finir sur un couac et on ne peut pas laisser ça se produire. Et il y a tellement de belles personnes qui ont parlé. Et je ne me suis jamais dit, en entendant quelqu'un, que le discours n'était pas bon. Non, tout était bon. Et j'espère que je ne vais pas tout faire capoter. Non, c'était une convention formidable. Et quand on va rentrer à la maison, ça va nous manquer. Regardez cette foule, on n'a jamais vu ça dans une convention. Il s'agit d'amour avant tout. Cette semaine, le Parti républicain dans son ensemble a adopté un programme pour le renouveau de l'Amérique. Il est très court si on le compare au très long, ennuyeux, dénué de sens programme, y compris celui des démocrates. Ils écrivent des centaines de pages et ils ne les relisent jamais d'ailleurs après qu'ils l'écrivent. Heureusement qu'ils ne le lisent pas parce que c'est plutôt mauvais d'ailleurs comme programme. Des promesses que nous allons mettre en œuvre très rapidement lorsque nous aurons le Congrès. Monsieur le président de la Chambre des représentants. Merci. Notre président de la Chambre des représentants est formidable. Merci d'être ici avec nous. Le Sénat sera républicain. Nous avons beaucoup de sénateurs ici. Et renvoyez-moi à la Maison Blanche dans quelques mois. C'est pour bientôt. Mais il faut que ça arrive vite. Il faut changer la situation économique de nos citoyens. On va faire baisser les prix pour que l'Amérique soit abordable à nouveau. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre. Avec cette administration, les produits alimentaires ont bondi de 50%, le pétrole de 16-17%. Les taux d'emprunt ont été multipliés par 4 et de toute façon, on n'arrive plus à acheter des maisons. Les jeunes ne se font plus prêter d'argent. Les coûts ont augmenté de 28 000 $ par foyer. Depuis que Biden est au pouvoir, les républicains veulent faire baisser les prix et très rapidement, en faisant baisser les prix de l'énergie, nous allons réduire le coût du transport et sur tous les produits. Et l'énergie, c'est le nerf de la guerre. N'oubliez pas que nous avons de l'or liquide sous nos pieds. Nous sommes un pays qui a l'opportunité de faire une fortune avec son énergie. Nous l'avons et la Chine n'a pas tout ça. Sous l'administration Trump, il y a seulement 3 ans et demi, nous étions indépendants sur le plan énergétique. Mais bientôt, nous serons dominateurs sur le plan énergétique. Et nous n'aurons pas seulement de l'énergie pour nous-mêmes, mais nous allons approvisionner le reste du monde.
à des niveaux jamais vus auparavant. Nous allons réduire notre dette, 6 000 milliards de dollars. Nous allons réduire la dette et nous allons réduire vos impôts aussi. Au fait, vous savez qu'ils veulent augmenter vos impôts, ils veulent les multiplier par 4, imaginez-vous. Toute ma vie, j'ai regardé les hommes politiques, j'ai toujours aimé la politique. À l'époque, j'étais plutôt un observateur et les gens disaient « on va réduire vos impôts, on va réduire vos impôts ». Toute ma vie, j'ai entendu dire « on va réduire vos impôts ». Ils parlaient tout le temps de ça. Là, c'est la seule administration qui dit « on va augmenter vos impôts, on va les multiplier par 4 et les gens vont voter pour ça. J'ai jamais rien vu de tel. Vous payez trop, on va réduire vos impôts. Et on va les réduire encore plus. Et cela va amener à énormément de croissance. On veut de la croissance dans ce pays. C'est ça qui va résorber la dette. And next we will end the ridiculous and actually incredible waste of taxpayer dollars that is fueling the inflation crisis. Gaspillage qui fait que nous dépensons des milliers de dollars avec l'escroquerie verte. C'est une escroquerie, ça provoque une inflation supplémentaire qui augmente le prix de l'énergie. Et tous les milliards de dollars, nous allons rediriger cet argent vers des projets importants tels que des ponts, des routes, des barrages. Il ne faudra pas dépenser cet argent dans la nouvelle arnaque verte. Je mettrai fin à l'obligation de véhicules électriques dès que je suis à la Maison-Blanche. Je vais sauver l'industrie automobile américaine de la disparition. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'épargnerai des centaines de dollars par voiture aux consommateurs américains. À l'heure où nous parlons, des usines sont construites au Mexique et sont construites par la Chine pour construire des voitures et nous les vendre sans droit de douane. Les travailleurs américains de l'industrie automobile ne doivent pas laisser ça se produire. Et le dirigeant du syndicat de l'automobile devrait être viré dès aujourd'hui. Tous les syndicats et ceux qui ne sont pas syndiqués doivent voter pour Trump parce qu'on va redonner vie à l'industrie automobile américaine. Ils sont en train de construire des usines automobiles les plus grandes au monde et nous on va les... C'est pas grave, mais nous on va construire ces usines chez nous, aux États-Unis. Et s'ils ne sont pas d'accord avec vous, nous, on va prendre des droits de douane de 100 à 200% sur chaque voiture et elles seront invendables aux États-Unis. Ça fait trop longtemps qu'on se joue de nous. Et ces autres pays, souvent, sont considérés comme des alliés, soi-disant. Mais ils nous font comprendre que se jouer de nous depuis des années, détruire nos emplois, détruire nos entreprises. Pendant 4 ans, j'ai mis fin à tout ça. Et nous sommes prêts à faire des changements sans précédent. J'ai arrêté le traité NAFTA, comme vous savez. Je l'ai remplacé par un autre traité qui est selon beaucoup de personnes le meilleur traité qui ait jamais été signé. Le meilleur accord commercial est peut-être celui que j'ai fait avec la Chine. Ils achètent nos produits à hauteur de 50 milliards de dollars. Avant, ils n'achetaient rien. Et je les ai obligés à faire ça. Mais je n'en parle pas tellement à cause du Covid, avec ce qui s'est passé avec le virus chinois. Nous ne laisserons pas des pays voler nos emplois et piller notre pays. Ils pillent notre nation. Ils vendent leurs produits aux États-Unis et ils les vendent seulement aux États-Unis.
Le Congrès doit nous aider et il le fera. Nous allons créer beaucoup d'emplois, nous allons redonner vie à l'industrie automobile et créer des centaines de milliers d'emplois. Nous avons perdu tant d'emplois au fil des ans. Il y a 25 ans, les emplois, on a perdu 68% de nos emplois par rapport à il y a 25 ans, mais on va regagner chacun d'entre eux. Au centre de notre plan économique, il y a des réductions d'impôts pour les travailleurs et il y a quelque chose qui est devenu très populaire ici. Et dans tous les hôtels que j'ai vus, je réside dans un très bel hôtel. Pas d'impôt sur les pourboires. Pas d'impôt sur les pourboires. Pas d'impôt sur les pourboires. I got that by having dinner recently. J'ai dîné récemment au Nevada. On est en tête. On mène de 14 points au Nevada. Vous allez m'y voir très bientôt. Je dînais dans un très beau restaurant. C'était un bâtiment Trump, un très beau bâtiment. Et une serveuse arrive, elle me dit « Comment ça va ?» Elle me dit « Oh, vous savez, le gouvernement n'arrête pas de me chercher des noises avec les pourboires. » Et elle me dit « En fait, il n'y a pas beaucoup d'espèces parce qu'ils arrivent à prendre nos pourboires et vous savez, c'est ridicule et ils ne croient pas ce que nous disons. » Et 88 agents pour nous fliquer. Et j'ai dit, ça montre vraiment, c'est des consultants, ils sont payés des millions de dollars. Et je dis, est-ce que tu serais heureuse s'il n'y avait pas d'impôt sur les pourboires? Elle m'a dit, mais c'est une idée formidable. Et je me suis dit, voilà, je préfère m'informer auprès d'une serveuse qu'auprès de cabinets de consultants. Et tout le monde est féru de cette idée. Les serveuses, les caddies, les chauffeurs. Et beaucoup de gens qui font de l'argent honnêtement et qui le gardent, cet argent. Je vais protéger la sécurité sociale et Medicare. Les démocrates veulent détruire la sécurité sociale et Medicare parce que les gens viennent par millions. Ils vont s'inscrire à la sécurité sociale, ils vont profiter de Medicare et on n'a pas les moyens. Ils sont en train de détruire votre système de sécurité sociale, votre système du Medicare. Avec mon programme, l'inflation va disparaître, les emplois vont augmenter, la classe moyenne va prospérer comme jamais auparavant. Et ça va se passer très vite. Aucun espoir ou rêve que nous avons pour les États-Unis ne marchera si nous arrêtons l'invasion des immigrés clandestins. C'est la pire invasion de tous les temps. Des pays se battraient comme des chiffonniers pour éviter que ça ne se passe. Mais nous allons empêcher que ça se produise. Vous avez entendu hier Tom Homan. Si vous le mettez aux affaires, vous allez voir ce qui va se passer. Brandon Judd, des gardes-frontières, il est incroyable. Leur travail est beaucoup plus facile, mais les gardes-frontières, le MS-13, c'est probablement le pire gang. Et je connais beaucoup de gens ici, des gens très durs, mais ils ne veulent pas faire ce travail. Les tueurs du MS-13, c'est les pires au monde. Il y a j'en ai viré des milliers pendant mes 4 ans. C'était un plaisir. Mais là, il y a tellement de tueurs. Vous voyez des coups de poing et vous les voyez. Ils les mettent dans un train, ils les expulsent. Et les autres pays ne les acceptaient pas et je leur disais, on va plus vous donner d'aide économique. Et le lendemain, tous ces pays m'ont rappelé
On dépensait des milliards pour les aider alors que ça ne nous était qu'un profit. Et le lendemain, ils ont commencé à me rappeler « Monsieur, quel est le problème ?» J'ai dit « Vous n'allez pas reprendre vos tueurs que vous avez envoyés aux États-Unis, vous n'allez pas les reprendre. » Ils m'ont dit « Écoutez, monsieur, si vous voulez vraiment, on va les reprendre. » Et en 24 heures, ils les ont repris. Pendant des années, quand j'ai commencé, ils ont dit le président Obama a essayé et ils ne les ont pas acceptés. Ils empêchaient les avions d'atterrir, ils fermaient les routes pour pas que les bus passent. Et ensuite, j'ai dit on va arrêter toutes les aides économiques. Et ils ont dit ce sera un grand honneur pour nous de récupérer les tueurs du MS-13. Non, mais on les adore, les tueurs du MS-13, on les reprend tout de suite quand vous voulez. Et donc, là encore, je fais une promesse, nous allons mettre fin à ce cauchemar des frontières et restaurer l'intégrité territoriale des États-Unis d'Amérique, et nous le ferons dès le premier jour de notre nouvelle présidence. Ça fait déjà deux choses à faire, en fait. Les frontières. Et là, d'ailleurs, j'enchaîne. Je pense que tout le monde est républicain et certainement patriote. Oui, les gens sont bienvenus dans notre pays, mais uniquement par la migration légale. Il y a plus de 4 ans, j'avais restauré les frontières américaines. Et voyez ce que le gouvernement actuel en a fait. Ça, c'était justement le graphique qui m'a sauvé la vie lors de l'attentat. Donc ça, c'est effectivement la police aux frontières qui a produit ce tableau, ce graphique. Le fameux graphique. Et en fait, un tireur m'a interrompu dans ma démonstration la dernière fois que j'ai montré ce tableau. Mais sans ce graphique qui m'a sauvé la vie, je ne serais pas là pour vous parler ce soir. Regardons-le ensemble. J'étais vraiment fier de tout ça. Et puis, en fait, le tueur a tiré. Donc, voyez la flèche là en bas. Ça, c'est le niveau le plus faible. Vous voyez la grosse flèche rouge. Ça, c'est le niveau le plus faible d'immigration clandestine dans notre pays. On voit bien cette flèche rouge. Et ça, c'était à la fin de mon mandat. Et regardez ce qui s'est passé juste après. Et immédiatement après, c'est le début de l'invasion. Nous avions mis un coup d'arrêt à cette invasion. Mais alors, ce qui s'est passé après ma présidence, mais là, franchement, on a donné les clés de la maison à tous ces clandestins. On a d'ailleurs donné le droit d'asile à des trafiquants d'êtres humains. On a donné toutes les possibilités à des clandestins de rester sur le sol américain. Alors que sous mon gouvernement, en fait, quand on entrait clandestinement sur le territoire, eh bien, on était refoulé aux frontières immédiatement. On devait quitter le territoire. Et le gouvernement actuel a mis fin à toutes ces politiques qui avaient fait leurs preuves. Et il ne s'agit pas de dire non, vous ne pourrez jamais venir. Il s'agit de dire si vous venez, mais quand le moment sera venu, plus tard. Tous ceux qui ont travaillé dur pour pouvoir venir dans notre pays et qui voient que tout d'un coup, n'importe qui peut entrer dans le pays, mais c'est pas juste pour eux. Et donc il faut poursuivre, achever la construction du mur. Et puis, le rapport avec le gouvernement mexicain, eh bien, ça n'a pas été facile, mais en insistant, eh bien, on a obtenu ce qu'on voulait. Et pourtant, ce n'est vraiment pas facile.
On a, par exemple, on s'est attaqué au titre 42 et par exemple le catch and release, c'est-à-dire capture et puis ensuite on relâche. Eh bien, ça c'est quelque chose qui a été également mis sens dessus-dessous. Parce qu'il faut qu'on relâche du bon côté de la frontière. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que le monde entier, en fait, se déverse à l'intérieur de nos frontières, tout simplement parce que ce gouvernement est complètement naïf et ne comprend pas. C'est une invasion à très, très grande échelle de tous les coins de la Terre. Des populations étrangères viennent chez nous, ils viennent d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient. C'est vraiment une invasion parce que cela se passe à une échelle incroyable et le gouvernement actuel ne fait littéralement rien pour y mettre fin. Ils sortent de prison, ils viennent d'établissements psychiatriques et ils demandent l'asile ici. Et la presse, les médias me critiquent violemment pour dire cela. Mais bon, est-ce que moi on me donne l'asile? Hannibal Lecter, Le silence des agneaux, lui, franchement, il n'en aurait fait qu'une bouchée. En fait, on invite les bourreaux dans notre pays. Et en très, très grand nombre. Et croyez-moi, si on n'y met pas le haut là, cela va très, très mal se terminer. Regardez également les statistiques de criminalité. Et pourquoi est-ce que dans les autres pays, ça se passe bien et la criminalité baisse? Pas parce qu'ils viennent chez nous, ces criminels. Et donc, un collègue président, en fait, se félicite justement de la baisse de la criminalité. Et donc, là, depuis 2 ans, je suis la situation, donc je vais voir les statistiques de ce pays. Et en fait, non, c'est pas du tout qu'en fait, il y a une politique de réhabilitation qui permet de faire baisser la criminalité. Non, c'est qu'en fait, tous ces braves gens, finalement, quittent le pays. Donc, c'est pour cela que, effectivement, tout le monde a l'impression que c'est un magnifique président qui fait baisser la criminalité. Et d'ailleurs, la même démonstration peut être faite dans un très très grand nombre de pays. D'ailleurs, si j'étais à leur place, je ferais sans doute pareil et j'enverrais tous les criminels aux États-Unis. Non, on est littéralement devenu une décharge mondiale et tout le monde se dit que les États-Unis sont bien gentils. Et en fait, les autres pays se disent que franchement, c'est incroyable de voir à quel point leur bluff fonctionne. Mais je peux vous dire que là, je vais citer la fin de la récréation. Le Venezuela, à Caracas, très très haut niveau de criminalité. Caracas, le Venezuela. Franchement, c'est dangereux. Ah mais non, là tout se passe bien. Pourquoi? Parce que en fait, on enregistre, le Venezuela enregistrait une baisse de 72% de la criminalité. Et donc, vous savez quoi? La prochaine fois, notre convention républicaine, on va l'organiser au Venezuela. Tellement il y aura un environnement, la sécurité sera formidable. El Salvador, là encore, la criminalité a fortement baissé. Alors, si on les écoute, c'est simplement parce que, en fait, la rééducation fonctionne à merveille. Non, la raison pour laquelle la criminalité baisse, c'est tout simplement que tous les assassins affluent vers les États-Unis. Et évidemment, les conséquences vont être catastrophiques. Il va vraiment y avoir des choses qui sont extrêmement mauvaises pour notre population. Il faut que nous garantissions la sécurité de nos familles et c'est pour ça que nous nous engageons sous mon gouvernement à refouler tous ces dangereux clandestins. Eisenhower, qui pourtant, le président Eisenhower, qui était pourtant très modéré, lui a organisé le plus grand refoulement de toute l'histoire des États-Unis, alors même qu'il était modéré. Vous voyez ce qui s'est passé avec cette jeune fille, 12 ans, à Houston, au Texas. Elle a été violée, ensuite battue à mort, après avoir simplement s'être rendue dans l'épicerie du coin. Et son cadavre a ensuite été jeté au fossé.
une horreur. Et qui était responsable, eh bien, deux étrangers sans papier et qui, en fait, se sont rendus ici et qui, sous le gouvernement actuel, ont pu circuler librement. Et d'ailleurs, j'ai rencontré donc la mère de cette jeune fille. Et maintenant, cette jeune mère qui a été assassinée de 37 ans, Rachel, elle a été violée et assassinée. Le monstre qui est responsable de l'assassinat de Rachel avait déjà tué. Il avait tué au Salvador. Et c'est parce que l'actuel occupant de la Maison-Blanche l'a laissé entrer dans ce pays. Ensuite, une fillette de 9 ans a été attaquée par le même individu. Et puis ensuite, ça a été le tour de Rachel. La mère de Rachel a vu sa vie détruite par ce qui s'est passé. J'ai également parlé avec la merveilleuse famille de Laken Riley. C'était une étudiante infirmière de 21 ans. Elle était toute fière de sa réussite. Et donc, elle était dans le campus de l'Université de Géorgie et elle a été violée et battue à mort. Là encore, c'est une vie américaine qui a été perdue parce qu'un clandestin avait pu entrer dans le pays pour commettre toutes ces atrocités. Tout cela, ce sont des magnifiques vies américaines qui ont été perdues. Et donc, je peux vous assurer que si vous m'élisez, ces dangereux criminels ne pourront pas rester dans notre pays. I will keep our sons and daughters safe. As we bring security to our streets, we will help bring. Et quand nous ramènerons la sécurité dans nos rues, cela va contribuer à la stabilité du monde entier. J'ai été le premier président de notre histoire à ne pas avoir lancé une guerre. Vous l'avez vu, la Hongrie, très fort pays, avec un Premier ministre qui est redoutable. Et donc, quand on s'est rencontrés, donc Viktor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, quelqu'un de formidable, et vous voyez le scandale que ça a suscité. Donc, lui, pas question qu'il accueille de dangereux criminels sur son territoire. Il ne veut pas accueillir des terroristes dans son pays. Et donc, en fait, il a dit que si on voulait mettre fin à ces horreurs qui se déroulent aux États-Unis, la seule solution, c'était de réélire le président Trump. Alors, il a utilisé un mot que moi, on m'interdit d'utiliser parce que on me traiterait de vantard si je l'utilisais. Alors que pourtant, vraiment, je n'aime pas me vanter. Et donc, en fait, Viktor Orban, il dit qu'en fait, avec Trump, personne ne se permet toutes ces choses. Donc, sous ma présidence, tout le monde se tenait à carreau. Et là, maintenant, voyez, c'est le bazar partout. Sous le président Bush, la Russie a envahi la Géorgie. Et sous le président Obama, c'est la Crimée qui a été prise par la Russie. Maintenant, en fait, la Russie veut s'emparer de l'ensemble de l'Ukraine. Sous le président Trump, il n'y a eu aucune annexion de territoire de la part de la Russie. Nous avons défait, vaincu à 100% Daesh en Irak. On me disait, vous allez mettre 5 ans. Non, en quelques mois, c'était fait. On les a écrasés. Alors, on a des forces militaires formidables. Bon, peut-être qu'au sommet, il y a quelques cas, mais pour le reste, c'est formidable. Kim Jong-un, Corée du Nord, en fait, oui, moi je m'entendais bien avec lui.
Ça peut être utile en fait de se faire des amis quand en fait quelqu'un a un arsenal nucléaire redoutable. Et donc autrefois on m'aurait félicité. Là maintenant c'est tout juste si on me le reproche pas. Et donc voyez les lancements de missiles de Corée du Nord. Là en fait dès que j'ai quitté la Maison Blanche, en fait, les tirs de missiles ont repris. Moi, je pense qu'en fait, Kim Jong-un, il rêve que je revienne à la Maison Blanche. Je crois que je lui manque. J'ai laissé une planète en paix et maintenant, les conflits éclatent partout. Regardez ce qui s'est passé avec l'attaque du 7 octobre contre Israël. Voyez la situation en Ukraine. L'Ukraine aplatie par les bombes. Mais comment, en fait, on peut vivre dans un pays comme cela où les bombes creusent des cratères tous les jours? En fait, tout a commencé en fait à se défaire avec le retrait d'Afghanistan. La pire humiliation dans l'histoire de notre pays. Nous n'avons jamais connu d'humiliation pareille. 13 membres de nos forces armées, des héros, ont été tués. Il y a eu de nombreux blessés. Il a fallu les amputer des bras, des jambes, défigurés par des explosions. Des choses affreuses. On n'en parle jamais. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer ici quelqu'un présent ici qui cherche à être élu au Sénat, Sam Brown, qui veut devenir sénateur d'un État. Et lui, il a mis sa vie en jeu. Merci Sam pour ce que tu as sacrifié pour ton pays. Il a payé le prix le plus élevé qu'on puisse payer. Je pense que personne n'en a jamais fait autant que lui pour son pays. Il affronte un adversaire qui n'est pas respecté, qui n'est pas quelqu'un de bien. Et je pense que Sam, lui, vraiment, il a montré de quoi il est fait. Aucun sénateur, en fait, n'a jamais payé un prix aussi élevé que lui. Il a vraiment été un héros, un vrai héros. Et donc, il est candidat et j'espère que, en fait, Sam Brown va être élu grâce à vos voix. Ah oui. Et puis on a également laissé en Afghanistan 85 milliards de dollars américains. On a laissé tout cela derrière nous. Pourquoi? À cause de l'incompétence du gouvernement. Non, n'importe quel gouvernement commencerait le retrait avec les forces armées. Mais non, en fait, ils ont marché sur la tête, ils ont tout fait à l'envers. Moi, j'avais un plan formidable de retrait, mais non, eux, il a fallu qu'ils fassent autrement. 18 mois plus tard, c'était le massacre généralisé en Afghanistan. D'ailleurs, j'ai parlé au chef des talibans, vous connaissez l'histoire. Abdul qui continue à diriger donc les talibans. Là encore, la presse s'est acharnée sur moi en disant « Mais pourquoi est-ce que vous parlez à Abdul ?» Mais il n'y avait personne d'autre à qui parler. Et donc, je lui ai dit « Il ne faut plus jamais faire ça, parce que ça n'ira pas du tout. » Pendant le gouvernement d'Obama, un très grand nombre de soldats ont été tués. Et donc, je l'ai menacé Abdul, et je lui ai dit qu'il allait être anéanti s'il continuait à tuer nos soldats. Et puis, donc, il m'a dit « Excellence, Excellence, je comprends. » Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, en fait, d'autres qui utilisent le terme d'excellence. Biden, c'est sûrement pas lui qui aurait bénéficié de ce terme d'excellence. Donc, et vous savez ce qu'ils exportent maintenant? Eh bien, les armes qu'on a laissées derrière eux. Et donc, il m'a dit, montre-moi une photo de ta résidence. Pendant 18 mois, ensuite, après ma discussion avec Abdul, il n'y a eu aucune attaque des talibans contre des soldats américains. Et puis ensuite, il y a eu cette journée absolument catastrophique où un soldat a été tué. Je n'y étais pas.
Il y a eu cette attaque terrible. Et à Bagra, donc on avait une magnifique base militaire, il y avait des pistes aériennes de très très grande qualité, etc. Et tout cela a été abandonné. C'était à 1 heure d'un site de fabrication d'armes nucléaires de la Chine. Et maintenant, devinez qui a récupéré la base de Bagra? Eh bien, la Chine. Nous, en fait, on était là et maintenant c'est la Chine. Et pareil pour Taïwan qui subit le harcèlement chinois. Il y a des sous-marins, il y a les avions qui survolent le territoire aérien taïwanais. En fait, si donc il y avait des sous-marins nucléaires qui croisaient au large de Cuba, vous imaginez un peu ce que dirait la presse? La Russie fait circuler, en fait, imaginez qu'il y ait des sous-marins nucléaires russes à 60 km de Miami. Imaginez un peu la réaction. Personne n'en parlait, mais peut-être que maintenant vous allez réagir à ce que je dis. Et je peux vous dire... Nous voulons que les otages américains reviennent et je peux vous dire, il vaut mieux qu'ils reviennent avant même que je ne retrouve... L'oreille droite bandée après la tentative d'assassinat à laquelle il a échappé, la Maison-Blanche en guise de fond du discours, plus d'1h20 de discours encore de Donald Trump.